Et maintenant, on va continuer avec les conférences, notamment avec une présentation qui va justement traiter des changements climatiques avec Audrey Despaux, qui dirige le projet de la Réalité climatique Canada, qui est l'organisation fondée par Al Gore. Elle détient un diplôme de 2e cycle en gestion de l'environnement de l'Université de Sherbrooke et un bac en sciences politiques de l'Université Concordia. Avant de se joindre à l'équipe mondiale de réalité climatique, elle a œuvré dans le domaine du développement international et la recherche en communication et maintien de la paix en Afrique de l'Est. Madame Despaux a été récipiendaire du prix Clean 50 pour les leaders émergents en 2015. Merci beaucoup d'être ici. Donc, bon matin. Je vais commencer par m'installer plus confortablement pour ne pas être confinée à un podium. Voilà. Donc, pour débuter, je dois vous avertir, ce ne sera peut-être pas la présentation la plus typique. Vous avez peut-être l'habitude, si vous avez assisté à plusieurs présentations sur le changement climatique, encore mieux, merci. Donc, si vous avez assisté à plusieurs présentations sur les changements climatiques, on vous a peut-être rappelé encore et encore et encore que le futur de vos enfants ne sera pas reluisant. Et c'est difficile de ne pas le faire parce que si on parle de science du climat, la tendance est claire, la température augmente et ça ne s'arrêtera pas de sitôt. Donc, c'est difficile pour moi de vous dire que tout est beau, que le futur est 100% positif. Je suis optimiste, par contre. Et nous voyons, en parallèle avec la science du climat, qui est plus ou moins reluisante, on voit aussi une histoire de succès. On voit aussi beaucoup d'histoires avec un S qui sont positives, qui nous rappellent que l'humanité est encore là, qui nous rappelle que nous avons beaucoup de bons en nous et que beaucoup de groupes travaillent extrêmement fort pour changer le reste de l'histoire. Donc, même si je dois vous rappeler les notions de base, très, très, très brièvement, même si on se fait toujours rappeler que nos modes de vie sont vraiment à l'origine de cette crise globale absolument monumentale, que nos modes de transport, que les façons dont on produit la nourriture, les façons dont on produit l'énergie vont, ou pourraient plutôt, mener notre planète presque à une fin, ou plutôt l'espèce humaine à sa fin, pas la planète. Je dois aussi vous rappeler que les gaz à effet de serre capturent l'énergie du soleil et que plus on émet de gaz à effet de serre dans notre atmosphère avec nos activités humaines, plus on capture de chaleur et plus la planète se réchauffe. Donc, la tendance est claire, peu importe comment je vous le présente, j'aurais pu vous présenter probablement 16 ou 17 façons de vous présenter cette courbe-là. Peu importe la façon dont je vous le présente, la tendance est claire, la température augmente au niveau global. Et ce qui arrive avec l'augmentation de la température, c'est que plus les océans se réchauffent, plus il y a de l'évaporation. Vous connaissez le cycle hydrologique, on en revient à beaucoup d'années en arrière. Vous vous rappelez la petite école primaire où on vous disait qu'il y a l'évaporation, la condensation, la précipitation. Donc, plus il y a d'évaporation, nécessairement, plus il y aura de précipitation. Il n'y a rien de sorcier dans tout ça. Et en plus de ça, plus l'air est chaud, plus il a la capacité de retenir l'humidité. Donc, en fait, ce qu'on voit déjà, c'est que pour chaque augmentation de 1 degré Celsius de température, l'air peut contenir 7 % plus de vapeur d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'aujourd'hui, on a déjà 4 % plus de vapeur d'eau au-dessus des océans ou dans l'atmosphère qu'il y a 30 ans. Donc, je vous l'ai dit, plus d'évaporation, plus de précipitation. Et c'est très vrai ici au Québec, ici au Canada. On a vu dans les dernières années, ici en 2013,
2013 a été une année record pour le Canada en termes d'impact des catastrophes naturelles. Celle-ci, uniquement, a eu un impact de plus de 6 milliards de dollars sur l'Alberta. Ça a été le désastre naturel le plus coûteux de l'histoire du Canada. Environ 2 semaines suivant le désastre en Alberta, on a eu des précipitations très intenses à Toronto aussi. Donc, de ce côté-là, un peu moins d'1 milliard de dollars de dommages causés à Toronto. Pas longtemps après, au Manitoba, celui-ci, je suis certaine que vous en avez entendu parler, pas très loin d'ici. Donc, encore là, précipitations qui ont été plus fortes qu'à l'habitude. Donc, on le voit ici très rapidement, on n'ira pas en détail, mais bon, alors que les températures annuelles au Canada augmentent, les températures moyennes augmentent, comme dans le reste du monde. Donc, ici au Canada, environ 1,5 degrés d'augmentation depuis l'ère industrielle, et les précipitations ont augmenté en même temps. Donc voilà, la même chaleur qui fait évaporer l'eau des océans et qui cause plus de précipitations fait aussi évaporer l'humidité des sols. Donc quand on vous dit que les changements climatiques causent plus d'inondations, des inondations plus intenses, plus fréquentes, et qu'on vous dit de l'autre côté que les changements climatiques causent plus de sécheresse, ça sonne totalement contradictoire. Par contre, c'est exactement le même phénomène. Donc, même s'il y a plus de précipitations, les sols s'assèchent plus rapidement, plus intensément. Et donc, on se retrouve avec des sols dans le domaine de l'agriculture qui sont trop secs. Et puis, suite à ça, des précipitations qui sont beaucoup trop intenses. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont peut-être dans le domaine de l'agriculture, vous saurez que ce n'est pas les conditions idéales pour les cultures. Ici au Canada, donc vous voyez l'humidité du sol, tout ce qui est en brun foncé, donc ce qu'on appelle le bread basket du Canada, notre panier alimentaire, s'assèche très, très rapidement. Donc malgré le fait que, comme vous avez vu il y a quelques diapos, il y a des augmentations dans les précipitations, les sols se sont asséchés et sont prévus, on prédit qu'ils vont s'assécher encore plus. Donc, je vous ai promis des bonnes nouvelles, ça s'en vient. Restez avec moi quelques minutes. Donc, je passe rapidement sur ces diapos. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Et Laure nous le disait juste hier soir, vers 20h, 20h15. Laure, je me rappelle, tu as mentionné, je ne me rappelle pas le nom de la personne que tu as cité, mais tu as mentionné que le problème majeur, c'est cognitif. C'est dans nos têtes, c'est dans les mentalités. C'est l'humanité qui doit changer. Ce n'est pas la technologie, ce n'est pas des technologies qu'on doit inventer, c'est l'humanité, c'est sa façon de vivre qui doit changer. Et là, je vous ai promis de ne pas vous faire la morale, et ce n'est pas ce que j'essaie de faire, mais tout ça pour dire que le problème, il est dans nos têtes, tout simplement. Mais c'est difficile de faire changer les mentalités. Pendant qu'il y en a encore qui essaient, qui débattent de la façon la plus sécuritaire, la plus efficace de retirer des sources d'énergie du 20e siècle, du sol, bien, il y en a d'autres qui travaillent fort pour changer la façon dont on fait les choses. Et c'est important de ne pas manquer le bateau. Donc, c'est important d'arrêter de débattre de la façon de retirer une énergie qui est totalement, disons, passée, et de se poser la question, comment est-ce que nous, on peut embarquer dans ce bateau-là? Comment est-ce que nous, on peut, au Canada, au Québec, ne pas manquer l'opportunité immense qui se présente à nous? Parce que l'opportunité économique qui nous est présentée, avec les énergies renouvelables, est probablement l'opportunité la plus importante qui va se présenter dans notre siècle. Très, très, très possiblement. Donc, ça se passe pas seulement en Chine, et il y a de bonnes nouvelles. Donc, je vous ai promis de bonnes nouvelles, et ça s'en vient. On avait prévu, en l'an 2000, les meilleures projections, les projections les plus optimistes, avaient prévu que d'ici 2010, on aurait 30 gigawatts d'énergie éolienne à travers le monde, 30 gigawatts. Ce
Ce qui s'est produit, en fait, c'est qu'en 2015, on avait dépassé cet objectif par un facteur de 14,5. On avait développé 14 fois et demi cette capacité-là. Donc, si on vous parle de projections d'ici 2020, 2025, elles ne sont probablement pas adéquates encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte, il y a beaucoup de facteurs qui changent la réalité par rapport à ce qu'on se donne comme objectif. Juste un exemple. Donc, la capacité mondiale d'énergie éolienne entre 1980 et aujourd'hui a augmenté en flèche. Donc, même si la science du climat n'est pas vraiment reluisante, n'est pas vraiment positive, même si les températures continuent d'augmenter, ce qu'on doit toujours se rappeler, puis je le voyais en fait hier soir, je regardais les résultats des activités qui se sont produites hier et avant-hier, et puis dans les accélérateurs, j'ai noté, pas mot pour mot, mais quelqu'un a mentionné, a souligné, il faut souligner le point où on part, le point où on en est en ce moment. Donc, je ne sais pas qui a mentionné ce commentaire-là. Il faut célébrer là où on est rendu. Et il faut souligner le fait qu'on ne part pas de zéro. On est loin de zéro. Donc, ce n'est pas le début. Mais j'ose espérer qu'on n'est pas trop loin au début et qu'il y en a encore beaucoup à venir. Donc, capacité éolienne, ça monte en flèche à travers le monde. Pourquoi? En partie parce que le coût de l'énergie éolienne a aussi descendu en flèche. Donc, on avait prévu, évidemment, que, comme toute adoption massive de technologie, le coût allait descendre. Mais ces projections n'avaient pas été proches de ce qui est arrivé dans la réalité. Donc, on était très loin de ce qui s'est produit dans la réalité. Aujourd'hui, le coût par mégawatt-heure est à parité avec le coût de la production d'énergie non renouvelable dans la grande majorité des États aux États-Unis et bon nombre d'États à travers le monde. Au Canada, on ne fait pas exception à la règle, la capacité éolienne installée a aussi monté en flèche. On le voit peut-être un peu moins au Québec. On se promène en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta, et c'est visible. C'est très encourageant à voir. Vous serez peut-être surpris de voir cette image-là. La puissance éolienne au Canada, ceux qui se sont démarqués le plus, évidemment, sont le Québec, l'Ontario et l'Alberta, par leur puissance. Et ça, ce n'est pas par habitant, c'est vraiment capacité absolue. Donc, on fait beaucoup de progrès. Il y en a encore énormément à faire, donc je ne vous le cache pas. Quelques images très rapidement. J'espère vous inspireront un futur un peu plus positif. J'espère vous rendront un petit peu plus optimiste. Ça se produit vraiment partout à travers le Canada. L'Ontario est l'un des leaders dans la production d'énergie. Et c'est important de savoir que ce développement de l'industrie de l'énergie renouvelable apporte une renaissance, un renouveau à notre secteur manufacturier et pourrait être, si on le veut bien, si on met les efforts nécessaires, si on a les subventions nécessaires, les appuis gouvernementaux nécessaires, pourrait vraiment être à la source d'une vraie renaissance manufacturière au Canada. Donc, c'est important de ne pas manquer le bateau. Voilà, donc Canadian Solar, qui est une entreprise basée en Ontario, est le troisième plus important fabricant de panneaux solaires au monde. J'étais surprise de voir cette information-là, personnellement. Le Canada, ce n'est pas tout le Canada qui est en train de manquer le bateau, mais c'est important de souligner les efforts qui ont été faits pour que ça continue. Intéressant aussi, plus de gens travaillent dans le secteur de l'énergie verte au Canada que dans l'industrie des sables bitumineux. On a passé ce point tournant. On a passé le point tournant. C'est sûr qu'on a encore des débats à travers le Canada, comme je vous ai dit, sauf que je pense que maintenant, on peut se permettre
de passer du pourquoi agir sur les changements climatiques au comment. On peut se permettre d'avoir cette conversation-là, et je pense que c'est la conversation la plus importante à ce jour. Donc, comment est-ce qu'on va le faire en respectant le droit de toutes les communautés à travers le Canada, en respectant les travailleurs, notamment les travailleurs du secteur de l'énergie fossile, qui doivent être reformés, qui doivent avoir les outils pour se rendre de l'énergie du 20e siècle à l'énergie du 21e siècle. C'est important de prendre en compte ces variables. Donc, l'énergie solaire, je vous ai parlé de l'énergie éolienne plus tôt. Les projections ont été dépassées et de loin. Pour ce qui est de l'énergie solaire, on avait prévu en 2002 que d'ici 2010, on aurait une croissance annuelle de 1 gigawatt en 2010. Qu'est-ce qui s'est produit? Bien, dans les faits, on a surpassé cet objectif de 17 fois. Si ça vous étonne, en 2015, on avait dépassé de 58 fois. Nos plus belles projections, c'était totalement éclipsé par la réalité, donc qui a été beaucoup plus reluisante que ce qu'on avait prévu. Et puis cette année, en 2016, on l'a dépassé de 68 fois. On a développé 68 fois plus d'énergie solaire que ce qu'on avait prévu. Donc, si vous avez l'impression de revoir encore les mêmes images, d'avoir un déjà-vu, c'est que l'énergie solaire monte en flèche, tout comme l'énergie éolienne. Le coût, encore là, a diminué en flèche beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait projeté. Donc, la tendance est très claire. On est en train d'atteindre la parité tarifaire un peu partout dans le monde. Les grandes banques de ce monde voient cette transition-là et évidemment, ça les incite à investir de plus en plus. Et c'est quand on atteint ce point de bascule-là que tout change. Et on est dans ce point de bascule-là. On est en haut de cette pyramide-là qui maintenant, on doit tout simplement redescendre. On doit donner la petite poussée nécessaire pour redescendre, pour passer dans le 21e siècle. Pourquoi est-ce que ça a été aussi rapide? Est-ce qu'on a déjà vu ça dans le passé? Une adoption massive d'une technologie qui nous a tout simplement pris de court, qui nous a étonnés, qui a dépassé toutes les projections. On l'a vu avec les téléphones cellulaires, où on avait prévu, AT&T avait prévu que d'ici l'an 2000, il y aurait 900 millions de téléphones cellulaires dans le monde en 2000, désolé. Aujourd'hui, il y a combien de téléphones cellulaires dans le monde? Plusieurs milliards. Je ne vais pas vous induire en erreur, mais je crois que le chiffre était environ 6 milliards de téléphones cellulaires. Il y a plusieurs d'entre nous qui ont peut-être même plus qu'un téléphone cellulaire qui traîne. Les téléphones cellulaires sont une technologie qui est adoptée massivement à travers le monde, dans les pays en développement, où parfois il n'y a même pas l'électricité à la maison, on a quand même un téléphone cellulaire. C'est un outil technologique de sécurité. C'est un outil technologique qui peut être utilisé sans accès au fil de téléphone. Les communautés, donc on dit le coût a chuté énormément, même chose que pour les téléphones cellulaires. La qualité s'est améliorée considérablement. Et puis, les pays en développement ont sauté à l'étape de la vieille technologie. Donc, comme on dit, leapfrog en anglais, ont vraiment sauté toute l'étape des fils électriques et des fils de téléphone. Donc, même chose pour l'énergie renouvelable. Les consommateurs, les familles peuvent maintenant prendre la décision eux-mêmes de passer à cette technologie-là. On n'a pas besoin d'attendre qu'un gros conglomérat, une grosse compagnie d'électricité installe ces technologies-là pour eux. Donc, c'est ce qui change tout. Très rapidement, donc, encore là, peut-être une impression de déjà-vu, capacité solaire installée au Canada monte en flèche. On est rendu à 2,8 milliards de dollars d'investissement en solaire en 2014, donc qui a encore augmenté dans les dernières années aussi.
Donc, vous vous posez peut-être la question maintenant, bien, c'est beau le solaire, c'est beau l'éolien, mais il faut avoir la capacité de stocker cette énergie-là. Et ça, c'est le gros problème qu'on essaie de résoudre depuis la dernière décennie et un peu plus. Donc, le stockage de l'énergie. Comment est-ce qu'on utilise cette énergie-là ensuite pour les transports? Parce qu'on sait au Québec, le gros problème, c'est les transports. La bonne nouvelle de ce côté-là, c'est que le coût des piles a aussi chuté en flèche. J'en passe un peu. Bon. Donc, j'ai une question pour vous. Quel est le pourcentage de la nouvelle électricité qui a été produite mondialement, qui a été générée à partir de sources renouvelables en 2015? Est-ce que quelqu'un veut tenter sa chance? Quel pourcentage de nouvelle énergie, donc la nouvelle capacité qu'on a installée, qui est de sources renouvelables? 18 %. Qui dit moins de 50 %? Qui dit plus de 50 %? Donc, nouvelle énergie. On a passé le point de bascule. On a passé le point de bascule au point où, même ici au Canada, environ un an et demi, il y a environ un an et demi, début 2015 ou fin 2014, l'Ontario a décidé de bannir toute nouvelle, ou toute la production, en fait, pas seulement la nouvelle, mais toute production d'énergie à base de charbon. On ne produit plus d'énergie par le charbon en Ontario. L'Alberta est sur la voie de faire la même chose. On espère que la volonté politique va porter fruit. On reçoit sur la planète Terre assez d'énergie solaire par heure, chaque heure, pour subvenir aux besoins d'électricité du monde entier pour une année entière. Donc maintenant, la question à se poser, comme je vous disais, c'est le comment. Comment est-ce qu'on va capturer cette énergie solaire-là à des fins qui sont utiles pour la vie humaine? Et on le fait déjà. Donc la question encore plus précise, c'est comment est-ce que nous, on va le faire ici au Canada? Donc ce n'est pas un moyen technologique qui manque. Qui paie pour cette décroissance, pour cette croissance décarbonisée plutôt? Pas de décroissance, mais qui paie pour cette transition énergétique-là? On se dit souvent, bien, il faut que les gouvernements paient pour, il faut que les gouvernements subventionnent. Mais la réalité, c'est que la plupart des investissements sont des investissements privés. Donc, ce n'est pas pour dire que les gouvernements ne doivent pas avoir un rôle, ils ont un rôle très, 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 très important. Sauf qu'il faut se rappeler qu'il ne faut pas non plus attendre pour les gouvernements. Les centrales au charbon perdent de l'argent un peu partout à travers le monde. En fait, on a vu plusieurs compagnies de charbon qui ont fait faillite dans les derniers mois. Ce n'est pas pour rien. Et le vrai changement, il se produit au niveau des villes. Les villes, même Baie-Saint-Paul, on n'a pas besoin d'attendre par Vancouver, Montréal, Toronto et les grands centres. Les villes ont les moyens de réduire les gaz à effet de serre. Les villes sont les juridictions qui ont les plus grands pouvoirs, si on veut, pour inciter les gens à changer leur mode de transport. Sont les centres qui ont souvent beaucoup de pouvoir sur les moyens de production d'électricité. Donc, il y a beaucoup de changements qui doivent passer par les villes. Donc, le caucus des maires des grandes villes du Canada s'est rencontré en 2015 et on fait pression sur le gouvernement du Canada pour changer les choses. Donc, on demandait une stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques parce que c'est beau une ville qui agit seule, mais agir ensemble, on va beaucoup plus loin. Et comme Al Gore le dit souvent, et puis ce n'est pas une citation qui vient de lui nécessairement, donc je ne l'attribuerai pas seulement à lui, mais si on veut aller vite, on y va tout seul. Si on veut aller loin, on y va ensemble. Mais là, on doit aller vite et loin.
Donc, ça prend des cas inspirants, ça prend des cas de villes, d'individus, de compagnies qui ont été tout seuls et qui maintenant sont prêts à aller chercher les autres et dire « Viens avec moi. Nous autres, on est rendus au point B. Viens avec moi, on va se rendre à Z. On va faire cette transition-là, ensemble au complet. » Donc, cas inspirant à Vancouver, bien, je dis Baie-Saint-Paul est aussi important, mais Vancouver a quand même fait beaucoup. C'est donner un objectif de décarbonisation totale et ne veut employer que des énergies vertes pour son électricité, chauffage, système de climatisation d'ici 20 ans. C'est un objectif ambitieux, mais totalement possible. Maintenant, je vous pose la question. Et à Baie-Saint-Paul, je ne viens pas d'ici. Donc, je vous demande, qu'est-ce qui a été fait? Quel est le point de départ? De quel point est-ce qu'on part? Et où est-ce qu'on peut se rendre? Et justement, ça m'emmène bien, je vais laisser Laure le présenter, mais je crois que la prochaine présentation va répondre à beaucoup de ces questions. Il va pouvoir vous présenter un portrait adéquat de la situation ici en région. Donc, j'espère que ça vous inspire un peu de voir ces images, de voir ce qui se passe à travers le monde et que ça vous inspire pour en faire encore plus à Baie-Saint-Paul parce que j'ai entendu de très bonnes choses. Donc, je sais que vous ne partez pas de zéro. Donc, bonne journée. Merci.